La guerre en Ukraine fait toujours rage. Des centaines de drones et de missiles russes sont tirés chaque nuit au-delà de la frontière. Kiev continue de payer le prix de la quête impitoyable de pouvoir du président russe Vladimir Poutine. Malgré d'énormes pertes humaines, des attaques dévastatrices des deux côtés de la frontière et plusieurs séries de prétendues négociations de paix, le conflit ne montre que peu ou pas de signes de fin prochaine. Il est temps que quelque chose change. Il est temps de détruire une bonne fois pour toutes le trésor de guerre de la Russie. C'est l'avis de Svitlana Romanko, fondatrice et directrice de Razon. Nous sommes We Stand, une organisation ukrainienne, demandant un embargo total sur les combustibles fossiles russes et l'arrêt des investissements dans leurs industries pétrolières et gazières. C'est, selon Romanko et d'autres, la façon de mettre fin à la guerre, sans l'économie de son pays soutenue par les exportations d'énergie. Poutine n'aurait simplement plus les fonds pour poursuivre le conflit. Il n'aurait pas l'argent pour continuer ses coûteuses campagnes de recrutement, ses plans de production d'armes onéreux et la construction de nouvelles infrastructures militaires. Romanko a lancé un appel à une attaque directe contre le trésor de guerre du Kremlin dans une tribune récente pour le Kiev Independent. Elle a déclaré qu'elle et ses compatriotes ukrainiens sont impatients de voir un cessez-le-feu imminent sur le terrain. Tendre vers une paix véritable, juste et durable pour la nation. Cependant, jusqu'à présent, malgré toutes les discussions et la diplomatie, ainsi que les promesses vagues et trompeuses de Poutine, la mort et la destruction continuent de s'abattre sur toute l'Ukraine. Romanko a ensuite souligné l'agression et l'imprudence croissante de la Russie. Comme la récente attaque contre Kiev, au cours de laquelle le bâtiment abritant la mission de l'Union européenne en Ukraine a été endommagé, en violation directe de la Convention de Vienne. Cette attaque a également tué 8 personnes, dont un enfant. Ce qui prouve encore une fois que Poutine et ses acolytes du Kremlin n'ont aucune intention de mettre fin à la guerre dans un avenir proche. Et ce, malgré les propos que le dirigeant russe aurait tenus lors de sa récente rencontre avec Donald Trump en Alaska. Trump est resté optimiste après ces réunions, et malgré l'espoir de paix de plusieurs dirigeants mondiaux, les attaques russes ont continué et souvent empiré. De plus en plus de personnes meurent, de plus en plus d'infrastructures sont endommagées et détruites, et le carnage ainsi que le chaos continuent de se répandre. La leçon ici est claire. Parler avec Poutine ne fonctionne pas. Le président russe s'est trompé et charmé ceux qui l'approchent. Il déforme le récit et fait de grandes proclamations et promesses qu'il n'a aucune intention de tenir. Il a plusieurs fois changé les objectifs durant la guerre, déclarant une chose mais en faisant une autre. Et il est évident qu'il a peu d'intérêt à s'asseoir avec son homologue ukrainien, Vladimir Zelensky, pour régler les détails d'un véritable accord de paix qui conviendrait aux deux parties. Si les négociations échouent là, la pression économique reste, selon Romanko et d'autres experts, la meilleure façon d'arrêter la guerre. Pression accrue sur les industries pétrolières et gazières russes. Ce sont les plus grands piliers de l'économie russe. Et depuis le début de la guerre, la Russie a gagné plus d'1 trillion de dollars. Plus de 938 milliards d'euros pour être précis, provenant des exportations de combustibles fossiles. Les pays de l'Union européenne représentant plus de 213 milliards d'euros, soit près de 250 milliards de dollars. Cet argent a largement permis à Poutine de financer son invasion coûteuse, en augmentant massivement les dépenses de défense ces dernières années. On estime à 102 milliards de dollars en 2022, 109 milliards de dollars en 2023 et un montant gigantesque de 149 milliards de dollars en 2024. L'Europe et d'autres nations occidentales ont cependant trouvé des moyens d'affaiblir l'économie russe. Au début de la guerre, les premières sanctions ont été imposées aux banques, aux entreprises et aux oligarques russes. Les banques ont été exclues de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, compliquant les transferts d'argent avec le pays, et les avoirs de la Banque centrale russe ont été gelés. En effet, au 1er mars 2022, à peine quelques jours après le début de l'invasion, on estime qu'1 billion de dollars d'actifs russes avaient été gelés. De nombreuses grandes entreprises internationales ont alors quitté le marché russe. Les alliés de l'Ukraine ont continué à exercer une pression mondiale, en imposant sans cesse de nouvelles sanctions et mesures économiques. Tout cela vise à rendre beaucoup plus difficile pour le Kremlin de poursuivre sa campagne. En décembre 2022 par exemple, la Russie a introduit un plafonnement du prix du pétrole brut russe à 60 $, le baril suivi d'une vague de sanctions de l'Union européenne interdisant l'achat
l'importation ou le transfert de produits bruts ou raffinés. Cela a fortement réduit les importations de pétrole russe en Europe. En 2023 et 2024, d'autres sanctions ont été imposées, visant divers produits, restrictions commerciales et plafonds de prix sur le diesel, l'essence et le fioul. Des milliers et des milliers de sanctions ont été mises en place au cours de cette période, et d'autres ont suivi en 2025. Le 20 mai de cette année, par exemple, le 17e paquet de sanctions de l'Union européenne a frappé la Russie, visant des dizaines de personnes et d'entités puissantes et abaissant encore davantage le prix du pétrole brut. Le 18e paquet est arrivé en juillet, imposant de nouvelles sanctions au secteur de l'énergie et de la banque, comme l'interdiction d'importer certains produits raffinés, la coupure des transactions avec plusieurs banques russes et le blocage du gazoduc Nord Stream. Les pays du G7 ont aussi trouvé comment utiliser les avoirs russes gelés contre elles. Lancement de l'initiative de prêt ERA pour l'Ukraine, utilisant les bénéfices des avoirs russes pour financer la défense ukrainienne, permettant au pays de dépenser l'argent du Kremlin et d'acheter de nouvelles armes et défenses. Des milliards de dollars ont déjà été envoyés à l'Ukraine grâce à cette initiative, et d'autres sont en cours d'acheminement. Tout cela a eu un impact et a été plus ou moins efficace. Et l'économie russe, malgré les proclamations contraires de Poutine, a vraiment commencé à souffrir, surtout en 2025, après beaucoup de vantardises et de bravades dans le passé. Même les principaux dirigeants financiers ont récemment averti d'une récession et d'une grave crise économique si les dépenses militaires se maintiennent. Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg en juin, par exemple, le ministre russe du développement économique, Maxime Reshetnikov, a déclaré que le pays était au bord de la récession. Elvira Nabiullina, présidente de la Banque centrale de Russie, a approuvé, appelant à agir vite pour limiter le risque d'une crise grave et durable. Nous avons connu une croissance rapide pendant 2 ans grâce à l'activation de ressources inutilisées. Il faut comprendre que nombre de ces ressources ont été épuisées. Plus récemment, début août, la Banque centrale de Russie a publié une prévision financière actualisée pour le reste de 2025, estimant que la Russie pourrait entrer dans une phase de croissance économique nulle d'ici la fin de l'année. Le Fonds national de richesse de la Russie a aussi fortement diminué pendant le conflit. Jusqu'à présent, il valait 135 milliards de dollars avant le début de la guerre, mais il est tombé à seulement 35 milliards de dollars en mai de cette année. La valeur du rouble russe pose problème, tout comme une grave crise du travail liée à une pénurie de main-d'œuvre. Beaucoup ont été mobilisés ou ont rejoint l'effort de guerre, causant plus d'1 million de morts ou de blessés. Les coûts de la guerre se répercutent également sur la population en général. Les familles russes sont désormais contraintes de payer près du double pour des produits d'épicerie simples et des articles essentiels du quotidien, par rapport à ce qu'elles payaient il y a seulement quelques années. En résumé, l'économie russe est en chute libre, et cela est dû à un mélange de facteurs, mais principalement au coût de la guerre elle-même et à l'impact des sanctions occidentales. Mais, malgré tout, le conflit fait toujours rage. Le Kremlin parvient encore à recruter des dizaines de milliers de nouveaux soldats chaque mois, lancer quotidiennement des centaines de drones et missiles sur l'Ukraine, construire de nouvelles infrastructures militaires et renforcer la pression sur ses adversaires aux lignes de front. Même Poutine a été contraint d'admettre que son économie ne peut pas suivre le rythme des dépenses militaires. Le président russe a récemment annoncé une baisse du budget de la défense en 2026. Mais cela ne suffit toujours pas à le forcer à s'asseoir à la table des négociations pour discuter des détails d'un cessez-le-feu ou à ordonner le retrait des forces russes d'Ukraine. La guerre ne montre guère de signe de fin. Et une grande raison à cela, c'est qu'en dépit de nombreuses vagues de sanctions européennes et d'autres punitions économiques des États-Unis et d'autres nations à travers le monde, la plus grande industrie de la Russie, l'énergie, fonctionne encore relativement efficacement. Le pétrole et le gaz circulent toujours, et de nombreux pays investissent sans scrupule, même si cela finance la guerre. La Chine continue d'investir massivement dans le charbon et le pétrole russe, augmentant même sa dépendance depuis le début de la guerre. L'Inde est un autre investisseur majeur. Avant le début de la guerre, elle n'était pas considérée comme un investisseur majeur dans l'énergie russe, mais comme la Chine, elle a augmenté ses dépenses au cours des dernières années. La Turquie, le Brésil et l'Union européenne sont aussi de grands acheteurs. En dépit de ces sanctions et de ces restrictions, elle reste le plus grand acheteur de gazoducs et de gaz naturel liquéfié. Gaz naturel liquéfié
en provenance de Russie. Tout cela offre à la Russie une bouée de sauvetage précieuse et dont elle a grandement besoin. Et le fait que Vladimir Poutine ait récemment eu une rencontre très amicale et très médiatisée avec le premier ministre indien Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping suggère que les relations commerciales entre la Russie, l'Inde et la Chine ne feront que se renforcer dans les mois à venir. Cela pourrait fournir au Kremlin les investissements nécessaires pour maintenir, voire intensifier, l'effort de guerre. Les alliés de l'Ukraine, surtout en Europe, doivent donc intensifier leur soutien. C'est maintenant le moment, selon Romanko, de frapper la Russie plus fort que jamais, avec un plan de sanctions plus vaste, plus audacieux et plus dommageable, ciblant directement le secteur de l'énergie. Comme le souligne Romanko, les bonnes sanctions peuvent avoir un impact considérable sur la Russie. Selon le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, les sanctions ont jusqu'à présent retiré environ 450 milliards de dollars de fonds de guerre à la Russie, y compris la somme colossale de 140 milliards de dollars de recettes fiscales pétrolières perdues. L'industrie du carburant du pays a été contrainte de faire des ajustements coûteux, empruntant des itinéraires plus longs et plus onéreux pour transporter les ressources là où elles sont nécessaires. Les pétroliers de la flotte fantôme ont été blacklistés, compliquant davantage l'exploitation pétrolière et gazière. Les réserves étrangères de Moscou baissent lentement mais sûrement. La pression s'accumule, mais ce n'est pas encore suffisant pour faire pencher la balance de la guerre. Pour cela, Romanso dit que l'Europe a été prête à aller encore plus loin avec ses sanctions. Le prochain paquet de sanctions de l'Europe doit enfin frapper au cœur du trésor de guerre de Poutine. L'Europe ne peut pas continuer à bricoler à la marge. Un embargo total sur les combustibles fossiles russes est attendu, et le prix du pétrole devrait être plafonné à 20-25 $ par baril. Le niveau qui nuirait vraiment à Moscou plutôt que de l'aider. Elle exhorte l'Europe à cesser de soutenir les projets de gaz naturel liquéfié russes et demande aux États-Unis d'imposer des sanctions secondaires, non seulement contre la Russie, mais aussi contre les pays qui la soutiennent. Il est tout aussi urgent de couper les projets phares de gaz naturel liquéfié de la Russie, y compris Arctic Gaz Naturel Liquéfié, l'un des joyaux de la couronne personnelle de Poutine. La flotte fantôme russe de pétroliers doit être démantelée par une stricte transparence maritime, la divulgation des propriétaires et la surveillance des assureurs et États de pavillon. Les sanctions doivent être alignées entre l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui devraient imposer de strictes mesures secondaires aux principaux clients énergétiques de la Russie. L'Europe doit aussi revoir sa dépendance aux énergies fossiles. Remplacer le gaz naturel liquéfié russe par des combustibles fossiles d'autres régimes autocratiques serait répéter les mêmes erreurs du passé. La dépendance au gaz naturel liquéfié américain doit être examinée, surtout avec une administration imprévisible à Washington. Ces changements radicaux dans la politique de sanctions auraient probablement un impact considérable sur la suite de la guerre. Parce qu'en fin de compte, tout effort de guerre se résume à l'argent. Les pays ne peuvent pas toujours envoyer soldats, armes et véhicules contre leurs ennemis. Tout cela a un coût, et la facture devient de plus en plus élevée à mesure que le conflit se prolonge. Poutine a prouvé qu'il ne se soucie pas vraiment du coût humain de sa guerre. Des centaines de milliers de ses compatriotes ont perdu la vie, et d'innombrables autres ont été blessés, le président russe ayant récemment déclaré que tous ont été blessés ou tués pour une cause. Il ne paraît pas non plus préoccupé par les coûts du matériel, alors que la Russie a perdu énormément de chars, véhicules blindés, avions, systèmes de défense aérienne, radars et autres équipements. Mais une chose à laquelle Poutine semble tenir, c'est l'argent liquide, car l'argent liquide est directement lié au pouvoir, et le pouvoir est ce qui motive Poutine. Il en est obsédé, et il est prêt à en réclamer autant qu'il le peut. Ce qui explique en partie pourquoi il a récemment travaillé en étroite collaboration avec son agence de renseignement, le Service fédéral de sécurité, pour éliminer les généraux et autres autorités menaçant son pouvoir ou détenant des biens qu'il souhaite s'approprier. Frapper l'économie est la meilleure façon de toucher Poutine là où ça fait le plus mal. C'est pourquoi l'Ukraine a été très intelligente et sélective dans ses attaques sur le sol russe ou les territoires occupés. Elle a souvent utilisé ses drones et missiles pour cibler des sites dont la réparation est très coûteuse ou qui entraînent d'importantes pertes économiques pour le Kremlin. Des cibles comme raffineries, dépôts de carburant, usines de production, etc. Tout cela vise à rendre la vie plus difficile et plus coûteuse pour la Russie, car moins elle a d'argent, plus il lui est difficile d'acheter des missiles, de fabriquer des drones et de lancer des attaques. La Russie,
quant à elle, entend clairement poursuivre sa guerre d'usure par tous les moyens nécessaires, envoyant drone après drone, missile après missile, et groupe d'assaut après groupe d'assaut, au-delà de la frontière et en Ukraine, dans le but d'épuiser la détermination du pays, de percer ses lignes défensives et de prendre du territoire morceau par morceau. Même si de nombreux experts affirment qu'il faudrait encore 4 à 5 ans à la Russie rien que pour capturer les territoires contestés qu'elle a déjà tenté d'annexer, ainsi que près de 2 millions de victimes supplémentaires et des décennies de plus pour prendre le contrôle total de l'Ukraine, rien de tout cela ne semble ébranler Poutine. Probablement parce qu'il pense que les sanctions occidentales ne suffiront pas à déstabiliser son économie. Et qu'il peut continuer à faire ce qu'il veut, grâce à la puissance financière de pays comme la Chine et l'Inde pour le soutenir. L'Europe a le pouvoir de changer tout cela. Mais certains craignent que la prochaine vague de sanctions européennes, la 19e au total, ne soit pas suffisante. S'exprimant sous couvert d'anonymat, des diplomates européens auraient révélé que les nouvelles sanctions n'incluront aucune restriction supplémentaire sur les énormes ventes d'énergie qui ont largement alimenté la guerre. Elles se concentreront plutôt sur les navires de la flotte fantôme et les entreprises qui facilitent à la Russie le contournement des règles et restrictions existantes. Si cela est vrai, ce n'est tout simplement pas suffisant pour avoir un impact majeur sur le Kremlin. Pour cela, Romanko dit que l'Europe doit être audacieuse. La sécurité énergétique ne s'obtient pas en remplaçant une dépendance par une autre, mais en abandonnant totalement les combustibles fossiles. Cela signifie investir massivement dans les énergies renouvelables moins chères et donner la priorité à l'efficacité énergétique plutôt qu'aux infrastructures fossiles destructrices. L'Union européenne a bien réduit sa dépendance à l'énergie russe, mais il ne faut pas relâcher les efforts. Chaque euro refusé au trésor russe, c'est un missile qui ne peut pas être construit, un drone qui ne peut pas être lancé, une vie en Ukraine qui peut être épargnée. Poutine compte sur l'hésitation de l'Europe et la vanité de Trump. Il utilise les mises en scène de Washington pour gagner du temps sur le terrain. L'Europe ne peut attendre. En renforçant les sanctions dès maintenant et en coupant l'argent des énergies fossiles qui alimentent la guerre de la Russie. L'Union européenne peut prouver que son soutien à l'Ukraine passe des paroles aux actes. Une Europe unie et résolue peut combler les failles, priver Poutine de ses ressources et rapprocher le jour où la paix reposera sur la justice, la responsabilité et la sécurité. C'est le seul type de paix que les Ukrainiens peuvent accepter, et le seul type de paix que l'Europe doit défendre. Reste à voir si l'Union européenne répondra à l'appel ukrainien, ou si les États-Unis donneront leur propre réponse. Peut-être en imposant les tarifs et sanctions discutés aux principaux partenaires commerciaux de la Russie, ne laissant à Poutine aucune autre option que finalement accepter que son invasion illégale est totalement insoutenable. Une chose est claire, parler à Poutine semble inutile. Beaucoup de discussions ont eu lieu, mais le monde n'est pas plus proche de la paix qu'à la même période l'an dernier. Mais si Poutine peut ignorer les mots, il ne peut pas ignorer les actes, surtout ceux qui plongent son pays toujours plus profondément dans la détresse et le chaos économique. Le moment est peut-être venu pour les alliés de l'Ukraine d'asséner le coup fatal à la caisse de guerre russe et de mettre fin à cette guerre sanglante. Découvrez les nombreux problèmes qui s'accumulent sur le bureau de Poutine dans notre récente analyse. L'offensive estivale de la Russie n'a absolument pas donné les résultats escomptés par le Kremlin. Ou pour voir comment la guerre évolue selon l'Ukraine. Découvrez notre analyse sur la façon dont le pays a innové et transformé son industrie des missiles ces dernières années, créant de nouvelles armes puissantes. Cela pourrait inverser le cours de la bataille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des événements majeurs et des derniers développements en Ukraine et ailleurs.